Bien, bonjour les terminales STMG, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour poursuivre et terminer notre étude de cas sur le détroit de Malacca, hein. Je crois que j'ai été coupé de 2-3 secondes lors de ma dernière vidéo, hein, où j'étais en train de vous dire que justement l'un des principaux sujets de tension entre les États riverains et les États utilisateurs du détroit, c'était la lutte contre la piraterie qui devait être normalement menée par les États riverains, notamment l'Indonésie, la Malaisie et qui était susceptible de provoquer des tensions parce que la Chine estimait que si ces navires étaient agressés par des pirates dans les eaux territoriales, entre guillemets, malaisiennes et indonésiennes, eh bien, c'était donc une faute des marines malaisiennes et indonésiennes et que donc la marine chinoise risquait d'intervenir. Et donc forcément, il y avait un conflit de souveraineté, surtout avec la puissance chinoise de plus en plus importante dans la région. Donc, cette piraterie met en danger la fluidité et la sécurité du trafic maritime, hein. Elle risque de ralentir le trafic, elle risque de le rendre insécure, c'est-à-dire dangereux. Et rappelez-vous, hein, cette sécurité est sous la responsabilité des États riverains d'après la convention de Montego Bay, cette convention qui a été signée en 1982 en Jamaïque par près de 200 pays dans le monde concernant justement les conflits liés entre la gestion et l'utilisation des espaces maritimes. Donc, dernière partie de cette étude de cas, grand 3, tensions et rivalités autour du détroit. Donc, nous allons poursuivre justement sur ces tensions et ces rivalités. Et pour cela, on va devoir se servir des documents 11 à 15 du manuel Hachette, hein, c'est-à-dire celui-ci qui vous indique les échecs des tentatives d'appropriation du détroit de Malacca par l'Indonésie et la Malaisie. Celui-ci qui s'intitule Un rôle de plus en plus stratégique pour le Japon et les États-Unis. Celui-ci qui montre une parade militaire en mer de Chine méridionale. Celui-ci qui vous indique la construction du futur canal de Kra, un projet au cœur des nouvelles routes de la soie chinoise et qui emprunterait notamment l'isthme de la Thaïlande. Et enfin ce document qui s'appelle L'Inde et la stratégie du collier de perles. La stratégie du collier de perles, on y reviendra, c'est une stratégie menée par les Chinois pour sécuriser leur nouvelle route de la soie et notamment le pendant maritime des routes de la soie terrestre. Et on complétera ces 5 documents du Hachette par l'étude du document 1 du Nathan, hein, en 2020 qui montre le point de vue chinois concernant cette question. Donc la première question à laquelle vous deviez répondre pour aujourd'hui, c'était la question 1, montrer que le détroit de Malacca est vital pour l'économie de plusieurs puissances asiatiques. Donc, le détroit de Malacca, hein, c'est le passage incontournable sur les grandes routes maritimes mondiales, hein, qui relie l'Asie à l'Est, pardon, qui relie l'Asie de l'Est à l'Europe et au Moyen-Orient. Donc, ce détroit de Malacca, évidemment, puisqu'il est au cœur de ces routes commerciales et de ces routes maritimes, hein, mondiales, eh bien, il va être au cœur des préoccupations de grandes puissances comme la France, l'Allemagne, la Chine, le Japon, qui vont être très soucieuses de la gestion de ces détroits de Malacca. Par exemple, on va prendre deux pays de l'Asie de l'Est, à savoir le premier, le Japon. Le Japon surnomme ce détroit une artère vitale, donc il est vraiment question de vie ou de mort, hein, pour l'économie japonaise, car c'est un passage obligé pour les navires de commerce, et notamment pour l'importation de matières premières dont est fort dépourvu le Japon, hein, donc les minerais, les hydrocarbures, et aussi pour l'exportation des produits manufacturés, hein, notamment en direction de l'Europe. Si vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, les consoles Nintendo, eh bien Nintendo étant une marque japonaise, ou Sony par exemple, eh bien la plupart des produits Sony ou Nintendo vont emprunter un jour ce détroit de Malacca. Autre exemple de pays de l'Asie de l'Est, la Chine. La Chine, c'est la première puissance commerciale mondiale et donc elle entend évidemment sécuriser les accès à l'Europe, à l'Afrique et au Moyen-Orient. Donc elle emprunte ce canal afin de se fournir en pétrole qui vient principalement d'Afrique mais surtout du Moyen-Orient, mais aussi dans le but d'échanger de nombreux produits manufacturés, c'est-à-dire qui sont passés par ces manufactures, donc par ces usines, pour arriver, pour les envoyer vers l'Europe, hein. Vous savez, on surnomme la Chine l'atelier du monde. Alors, deuxième question, ensuite, on vous demande qu'est-ce que le dilemme de Malacca et comment la Chine envisage-t-elle de le résoudre? Alors,
vous avez compris, hein, par rapport à l'exemple précédent, que la majeure partie des approvisionnements en pétrole de la Chine transitent par le détroit de Malacca. Mais la Chine, c'est sa hantise, hein, c'est que ce passage soit bloqué par des pays hostiles, hostiles politiquement ou économiquement. Ou, par exemple, la crainte qu'une puissance maritime ne vienne déstabiliser l'économie chinoise si elle bloquait le détroit. Je sais pas, par exemple, si les navires de guerre américains décidaient de bloquer le détroit, ça déstabiliserait l'économie chinoise. Donc ce problème, eh bien, on le surnomme le dilemme de Malacca. Donc pour le résoudre, ce fameux dilemme de Malacca, la Chine a lancé donc un projet de canal en Thaïlande qui s'appelle le canal de Kra, parce qu'il passerait par l'isthme de Kra. Donc vous voyez ici, vous avez le détroit de Malacca, donc les 700 km du nord au sud, par là où passe la principale route commerciale mondiale à l'heure actuelle. Eh bien, les Chinois aimeraient donc construire un canal, donc une voie d'eau artificielle qui traverserait l'isthme de Kra, donc un projet de plusieurs milliards de dollars, qui permettrait de réduire ce trajet et aussi d'éviter toute cette zone de piraterie dont on a parlé précédemment. Donc, en passant par ce canal et non par Malacca, hein, la Chine disposerait d'un accès sécurisé à l'Afrique et au Moyen-Orient, où elle se fournit évidemment en pétrole. Et la Chine est très soucieuse de sa sécurité. Donc la Chine ne serait plus dépendante du détroit de Malacca et ainsi elle aurait résolu ce fameux dilemme de Malacca, c'est-à-dire la crainte qu'une puissance maritime ne bloque ce canal. Et la Thaïlande, elle, y voit forcément son intérêt parce qu'un canal, à la différence d'un détroit ou d'un, oui, un canal, pardon, à la différence d'un détroit, et bien comme c'est une voie d'eau artificielle, eh bien les pays qui voient les navires emprunter son canal peuvent demander des droits de passage. Donc c'est une source évidemment de revenus pour la Thaïlande. Ça serait une manne financière, comme on vous le dit. Question 3. En quoi consistent les enjeux géostratégiques du détroit pour les États-Unis? Documents 12, 13 et 15. Donc, on vous dit un rôle de plus en plus stratégique pour le Japon et les États-Unis dans le document 12. Pour les États-Unis, le détroit de Malacca, il recouvre un enjeu stratégique et militaire bien plus que commercial. Parce que l'essentiel du commerce mondial, par exemple, qui va de la Chine aux États-Unis, ben, il n'emprunte pas le détroit de Malacca, évidemment. De même que le commerce qui va des États-Unis à l'Europe n'emprunte pas le détroit de Malacca non plus. Donc les États-Unis ne sont pas tellement dépendants de ce détroit de Malacca. Mais par contre, c'est un enjeu stratégique et militaire. Les États-Unis, ils ont ce surnom depuis longtemps de gendarmes du monde. Depuis finalement la fin de la guerre froide, on les surnomme les gendarmes du monde, plus que dorénavant. Après la guerre froide, ils étaient l'hyperpuissance, hein, l'Union soviétique ayant disparu. Donc ils ont la réputation, par le biais de leur flotte hein, et de leur base maritime, d'être présents dans toutes les mers du monde. Ils ont donc la capacité à agir n'importe où, n'importe quand. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, eh bien, ils ont déployé des forces en Asie du Sud-Est. Parce que notamment, eh bien, il y a des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, ce sont des pays musulmans. Il y a des terroristes islamistes également qui se sont affiliés à Al-Qaïda. Donc après le 11 septembre 2001 et les attentats d'Al-Qaïda contre les tours du World Trade Center à New York, eh bien, les États-Unis se sont positionnés en Asie du Sud-Est, qui qualifie de second front dans la guerre globale contre le terrorisme. Donc, dans ce contexte, évidemment, le détroit est devenu une zone de risque majeure avec la crainte pour les États-Unis qu'il y ait un jour des attaques terroristes contre leurs infrastructures ou contre certains navires américains. Dernière question, question 4. Montrer que la sécurisation du détroit par des puissances extérieures peut être source de risques. Donc les documents 12, 13 et 15. Donc on va évoquer notamment la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Inde. Donc, afin d'assurer le bon fonctionnement du trafic et ainsi l'importation ou l'exportation de produits dont elle a besoin, le Japon va participer à la sécurisation du détroit. C'est pour ça qu'on vous dit dans ce document 12 un rôle de plus en plus stratégique pour le Japon et les États-Unis. Les Japonais ont besoin de ce détroit, donc on vous dit ils participent depuis le milieu des années 60 au financement de la sécurisation du détroit. Clairement, c'est indiqué. La Chine, elle, en fait de même et pour sécuriser, on l'a dit, ces échanges.
Donc la Chine va déployer des forces militaires dans le détroit de Malacca, ce qui évidemment ne manque pas d'inquiéter les pays riverains. Et la Chine n'hésite pas à faire des parades militaires, c'est-à-dire faire parader, vous savez, faire une parade, c'est-à-dire faire une démonstration de force en montrant ses navires de guerre en mer de Chine méridionale. Et la mer de Chine méridionale est la mer qui borde la partie sud du détroit, au nord de la partie sud du détroit. D'autre part, la Chine toujours dans son projet de route maritime de la soie, vous voyez, qui sont dessinés ici, hein, vous avez certaines routes maritimes de la soie qui sont dessinées en bleu, eh bien la Chine va établir des bases navales le long des côtes indiennes. Et cette stratégie s'appelle la stratégie du collier de perles. Cette stratégie du collier de perles va effectivement déplaire à l'Inde, hein, puisqu'elle est dans son océan. On lui donne d'ailleurs le nom d'océan Indien. Et l'Inde reste méfiante, hein, face à cette stratégie et tend également à développer sa propre marine. Et on vous dit, l'Indian Marine Doctrine de 2004 affirme la nécessité pour l'Inde de s'imposer sur la scène internationale en contrôlant notamment les voies maritimes de l'océan Indien et ses détroits névralgiques. Donc vous voyez qu'on a deux grandes puissances, deux géants démographiques, les deux pays les plus peuplés du monde, qui déploient leurs forces, notamment dans l'océan Indien. On vous dit la redécouverte par l'Inde de l'océan Indien est aussi une réaction à ce qui est perçu comme la nouvelle stratégie chinoise dite du collier de perles. Donc, comme la Chine investit dans des ports en Birmanie, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Pakistan, c'est-à-dire de part et d'autre de l'Inde, pour sécuriser ses voies de navigation et pour les transformer en jour en base navale, eh bien, pour parer cette éventuelle menace chinoise d'encerclement, le gouvernement indien sécurise l'entrée nord du détroit en établissant de nouvelles bases navales dans les îles Andaman et Nicobar. Donc, vous voyez que l'entrée nord du détroit, hein, fait l'objet de tensions entre les Indiens qui cherchent à positionner des bases militaires et les Chinois qui cherchent à sécuriser également leur route commerciale en direction du Moyen-Orient et de l'Europe. Donc les États-Unis, eux, ben, ils déploient également un important arsenal, hein, dans cette région, ce qui augmente du coup les tensions, parce qu'on voit que sont déployés les Japonais, que sont déployés les Chinois, que sont déployés les Indiens, que sont déployés les Américains. Donc forcément, eh bien, toutes ces grandes puissances qui sont présentes dans la région avec leur flotte, eh bien, ça augmente les tensions. Et autrement dit, eh bien, cette sécurisation croissante du détroit peut être source de risques, hein, de risques plus importants, on parle même de guerre, hein, de tensions notamment entre puissances, et voit naturellement eh bien, augmenter le nombre de navires militaires et de patrouilles, hein, chaque grande puissance essayant de s'affirmer comme la puissance la plus, euh, la plus présente dans la région. Et cela, évidemment, aux dépens aussi, hein, on ne les oublie pas, des puissances riveraines que sont la Malaisie et l'Indonésie, qui ne sont pas des puissances à négliger également, hein. La Malaisie et l'Indonésie sont des pays très peuplés et qui disposent également d'une marine de guerre. Donc, tout cela contribue à la militarisation de cette région et donc est source régulière de tensions car régulièrement les Américains, les Chinois vont faire des démonstrations de force à proximité du détroit pour montrer en quelque sorte leur domination dans cette région. Voilà les terminales, je crois qu'on a été complet pour cette étude de cas sur le détroit de Malacca. J'espère que vous en avez compris les enjeux principaux et que eh bien, vous en sortirez un petit peu plus éclairé. Quant à vous, je vous retrouve eh bien, lors de notre prochaine séance et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.